En fait, je devrais inviter tous les jours Alain Finkielkraut pour que la procure soit tous les jours remplie comme ça. Hélas, son emploi du temps est très chargé. Donc c'est pas possible, mais j'avoue que je suis très heureux que, peut-être pas à chaque livre, mais enfin, c'est la 3e fois en peu d'années, vous puissiez venir dans votre parcours d'auteur défendant son livre, dans cette librairie. Pour nous c'est important, pour moi c'est important, donc merci beaucoup. Alors une petite annonce quand même, ça va faire quelques déçus, mais c'est pas grave, tant pis, c'est la vie. Alain Finkielkraut doit partir impérativement à 19 h, il n'y aura pas de signature. Nous préférons lui laisser la parole, et je crois qu'il est important qu'il puisse parler, et il n'aime pas tellement les signatures, et donc c'est très bien comme ça. Voilà, vous partirez avec le livre en main, sans signature, il n'y aura pas de fétichisme de la signature, mais en revanche, vous aurez pu entendre sa parole, ce qui me paraît beaucoup mieux. Voilà. Alors, je sais que vous aimez beaucoup en poser, cher monsieur. Peut-être, cela dépendra de la tournure que prendra notre conversation. Je me laisse guider par ce qui se passe au moment où ça se passe. Alors, cher Alain Finkielkraut, L'identité malheureuse, c'est un livre particulier dans votre parcours, dans votre œuvre. Et je vais vous faire un aveu. Il y a encore une dizaine de jours, je ne l'avais pas lu. Je me réservais... je suis un petit peu comme les élèves paresseux, c'est au moment de l'examen de passage, parce que pour moi c'est un examen de passage, de vous interviewer, que je m'y mets juste avant. Mais j'avais quand même suivi toute la polémique autour de ce livre, j'avais vu des vidéos, j'avais lu des articles, et j'ai un petit problème, je ne sais pas si finalement je ne suis pas un peu bête, parce que je ne vois absolument pas le rapport entre votre livre et la polémique qu'il a pu déclencher. On ne parle pas de tas de choses dont j'ai entendu parler dans les médias à propos de votre livre. Alors, je crois que je ne suis pas totalement stupide, je pense avoir bien lu votre livre. C'est quand même extrêmement intéressant de constater ce décalage entre la vague médiatique qu'il a provoquée et ce que vous avez essayé de dire sur un sujet délicat où vous avez justement essayé de prendre beaucoup de précautions. Alors, comment réagir? Est-ce que, une première question, un peu, et après on rentrera dans le suivi du sujet, mais comment vous vivez-vous cette espèce de décalage entre l'effort que vous avez fait de respect, alors ce mot respect, on en parlera, de finesse d'analyse, voilà, et puis cette espèce de déferlement, de polémique? Je m'attendais à un certain nombre de raccourcis, de simplifications. Bon, ça a pris des proportions qui m'ont effectivement étonné et même blessé. Il n'est pas agréable de lire dans Le Monde qu'on est un suppôt du Front National, de lire aussi des attaques du même type dans Le Nouvel Observateur. Ce sont des journaux avec lesquels j'ai grandi, dans lesquels il m'est arrivé assez souvent d'écrire. Et surtout, j'ai eu à subir des interviews assez pénibles pour des portraits. Des journalistes viennent faire votre portrait et très vite, l'entretien, vous sentez qu'il se transforme en interrogatoire et vous comprenez que des journalistes qui même ne connaissaient pas vraiment votre travail avant de recevoir cette mission savent déjà, au moment où ils sonnent à votre porte, quoi penser. Quoi penser de vous. Ils ne viennent pas pour savoir, ils viennent pour confirmer un savoir préalable, ils sont bardés de certitudes et de préjugés. Ça, ce fut extrêmement pénible. Mais alors, toute la question est de savoir pourquoi, à propos d'un livre intitulé « L'identité malheureuse », parle-t-on de l'eupénisation des esprits en dépit, comme vous dites, des précautions que j'ai prises et qui n'étaient pas des précautions de stratégie. Il me semble
que si l'on veut aujourd'hui critiquer le politiquement correct, il faut aussi se garder de toutes les tentations du politiquement abject, car elles existent, elles ne sont pas à mésestimer. Et puis, je crois avoir peu à peu trouvé une explication. Enfin, j'ajoute simplement que je n'ai pas trop souffert de ces attaques, même si elles m'ont blessé, dans la mesure où j'ai eu très vite la possibilité de répondre, soit dans les journaux, avec des entretiens, soit à la télévision. Alors on peut dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait dans les médias? Oui, mais il arrive que la télévision soit comme une instance d'appel. Dès lors que les journalistes se transforment en procureurs, le dernier mot doit rester à la défense. Et le dernier mot reste à la défense grâce, faut-il le dire, à la télévision. Donc, et là, je pouvais me dire, bon, voilà, je vais expliquer ce qu'il en est de ce livre, et les gens jugeront. J'ai été obligé, particulièrement pour ce livre-là, de lui porter assistance. J'ai très vite compris que dans le monde journalistique, intellectuel tel qu'il est, il ne pouvait pas se défendre tout seul. Mais cette possibilité m'étant donnée, je ne peux pas me plaindre. Je ne peux pas me présenter comme une victime. Ce n'est pas mon intention, car ce n'est absolument pas le cas. Mais alors, pourquoi ces attaques? Je crois qu'il y a une raison très profonde. Il faut, si on prend une vue assez large, eh bien, on est obligé de constater qu'en France, et peut-être même dans d'autres pays européens, Hitler n'a jamais été aussi vivant que depuis qu'il est mort. C'est parce qu'il y avait un moment où, en effet, l'antifascisme, l'antinazisme a fortiori s'imposait. Ça n'a pas été parfaitement perceptible à tous à ce moment-là. Certains se sont engagés avec sincérité dans la collaboration. Les résistants ont été très minoritaires. Le courage manquait, la lucidité aussi. Mais un vrai résistant comme René Char, une fois que la guerre a été terminée, a dit, bien voilà, c'est fini. C'est fini. Maintenant, comme Camus, nous reconstituons une cité, nous vivons suivant d'autres règles, mais la résistance est un épisode clos. Sartre, lui, a dit l'inverse, la résistance continue, l'engagement même, c'était un concept disons, c'est une métaphore guerrière, donc le modèle de la guerre survivait à la guerre, le Parti communiste, comme l'a montré François Furet, a fait de l'antifascisme son étendard à partir de 1945, l'antiracisme a succédé à l'antifascisme, donc c'est l'idée que, aujourd'hui, cela se traduit par cette idée, nous vivons un retour des années 30. Voilà. Ça recommence. Xénophobie, l'étranger vécu comme un envahisseur ou un ennemi, recherche du bouc émissaire. Et ce qui m'est, je crois, très vivement reproché, c'est de dire précisément que non. Le présent est sans précédent. Il n'est pas vrai que nous vivions un retour des années 30. Certaines attitudes peuvent ressurgir, bien sûr, mais les différences sont absolument cruciales. On ne doit pas rabattre ce qui est inédit sur le connu. Et je crois percevoir dans le monde intellectuel et journalistique une véritable panique devant cet inconnu. On ne sait pas comment le penser. Et pour moi, il y a eu un moment décisif, absolument décisif, c'est la sortie en 2002 du livre « Les territoires perdus de la République ». Ce livre n'a pas été écrit, c'est très intéressant, par des journalistes, ils auraient pu.
Mais cette enquête, ils ne l'ont pas faite. Ça n'a pas été fait par des sociologues. Il faudrait s'interroger, ce n'est pas le propos ici, sur la décadence de la sociologie. Qu'est-il arrivé à la sociologie pour qu'elle interpose un mur de statistiques fallacieuses entre les hommes et leur propre expérience? Mais ce livre a été écrit par des professeurs de terrain, et des professeurs voilà, de quartiers difficiles, comme on dit aujourd'hui, et qui ont parlé du sexisme, de l'antisémitisme, et aussi, même si ça ne figure pas dans le titre, de la francophobie qui sévit dans certaines banlieues. Une véritable francophobie. Et il disait, tout cela n'est pas réductible simplement à la misère sociale. C'est autre chose. C'est autre chose. Et moi, j'ai pris ce livre très au sérieux. Et si vous le prenez au sérieux, vous vous rendez compte que ce n'est pas les années 30. Il n'y avait pas de territoire perdu de la République dans les années 30. Il y avait toutes sortes de choses, toutes sortes de conflits, une peur de l'invasion, tout ce qu'on veut, mais ça n'existait pas. Donc cette différence est irréductible. Et il faut commencer par là. Mais précisément, ceux qui ne veulent pas le voir, eh bien, me rapatrient moi-même dans ces années 30 et font de moi une espèce de supporter à peine honteux du fascisme actuel. Ainsi, leur système est-il préservé de tout bouleversement et ils y tiennent plus que tout, du fait de la panique qui est la leur devant le présent inconnu dans lequel nous sommes plongés. Merci beaucoup pour cette réponse à cette première question. On entre de ce fait dans le sujet du livre. Et en fait, vous le dites assez rapidement au début du livre, la question qui se pose est celle d'une évolution, alors était-elle prévisible ou pas, vous allez nous le dire, de la liberté des modernes, qui, dans les décennies peut-être dernières, puisque justement, nous ne sommes plus dans les années 30, ni dans les années 50, fait que le vivre ensemble est devenu un mot de plus en plus vide de sens. Et ça, c'est quelque chose de compliqué, parce que, en disant ça, vous êtes pourtant un défenseur de la liberté des modernes. Vous n'êtes absolument pas du côté des réactionnaires ou des romantiques. Donc, il y a une sorte de, si je vous ai bien compris, et j'aimerais que vous puissiez l'expliquer, une sorte de ligne de crête que vous essayez de tenir, mais qui met quand même en cause une certaine évolution de nos sociétés, du fait peut-être d'une transformation de cette idée de la liberté des modernes. Je ne sais pas comment vous pouvez l'exprimer ici ce soir. Enfin, non, ce que je constate, c'est que le mot de vivre ensemble est apparu dans la langue politique et dans la langue courante au moment où la chose disparaissait, ou du moins entrait dans une crise grave et peut-être terminale. On ne parlait pas de vivre ensemble dans les dernières, dans la deuxième moitié du XXe siècle. On le vivait, mais on le vivait. Mais on le vivait sans savoir, parce que dans les années 60, 70, enfin, voilà, on entrait en politique au travers du concept de lutte. Ce qui comptait, c'était les luttes. Alors, on se racontait beaucoup d'histoires. Hein, on ne luttait pas quand on était étudiant, mais on croyait participer à des luttes, ouvrir des luttes, et il y avait de véritables luttes ouvrières, syndicales, etc., étudiantes. Mais, précisément, les luttes nous ramenaient à l'idée de lutte, du conflit des classes. Simplement, la France, aussi conflictuelle qu'elle ait pu être, était une nation homogène. Donc, il n'y avait pas à poser la question du vivre ensemble. Et tout d'un coup, elle ressurgit, il y a des fêtes du vivre ensemble, des défilés au nom du vivre ensemble, dans la diversité. Vous voyez que le vivre ensemble est apparu en même temps que le concept de diversité. Ce qui veut dire d'ailleurs que, malgré l'usage intempérant que l'on fait de ce concept, le vivre ensemble dans la diversité ne va pas de soi. Et c'est d'abord de cela que je suis parti. Mais justement, aujourd'hui, et j'en reviendrai ensuite à la liberté des modernes, nous sommes partagés
sans toujours en avoir conscience, entre deux visions de l'homme, entre deux anthropologies, si vous voulez. L'économisme d'abord. Nous sommes voilà, des êtres motivés, comment dire, construits autour de leurs besoins. Nous avons des intérêts. Et de ce point de vue-là, nous sommes tous pareils. Et peut-être même interchangeables. Cet économisme pousse un certain nombre d'économistes, justement, voire de responsables politiques, à dire, eh bien, il faut ouvrir les frontières, puisque la France, et pas tellement la France, mais en tout cas l'Europe, connaît un problème de fécondité, il manquera des travailleurs, il manque 45 millions, disait Olivier Pastré dans un article récent de Libération, il a fait le calcul, donc ouvrez les frontières, nous allons les faire venir, puisque nous ne les procréons pas, nous allons les faire venir, les hommes étant tous les mêmes, forgés sur le modèle de l'homo economicus. Donc, il n'y a pas assez d'Espagnols en Espagne, vous faites venir des Marocains. Et en même temps, nous avons recours au concept de diversité. Donc nous savons, par les sciences humaines, que les hommes ne sont pas simplement des agents économiques, qu'ils sont façonnés par une certaine culture, par un certain mode d'être, d'habiter et de comprendre. Mais nous n'arrivons pas à tirer toutes les conclusions de cette découverte. Lévi-Strauss le faisait. Lévi-Strauss, si vous voulez, c'est justement, c'est un savant conséquent. C'est-à-dire, il tire les conséquences de la grande découverte des sciences humaines, et c'est pour cela qu'il dit, oui, mais tous les modes de vie ne sont pas nécessairement compatibles, sans même opérer un jugement de valeur. Et il va très loin, et peut-être trop loin dans le relativisme, il dit, ben, voilà, il faut prendre acte de cette difficulté. Nous ne raisonnons pas ainsi. Nous disons, il y a des cultures, donc il y a de la diversité. Mais cette diversité, nous la célébrons, mais nous nous refusons à la penser. C'est-à-dire, à aucun moment nous nous disons que les comportements des individus peuvent être déterminés par leur culture. Et quand un sociologue ose le dire, quand il ose justement rester fidèle à la découverte initiale des sciences humaines, eh bien, il est immédiatement, si vous voulez, excommunié par la profession. C'est le cas d'Hugues Lagrange dans un livre qui s'appelle Le choc des cultures, d'où il tire d'ailleurs une conclusion très différente de la mienne, puisqu'il dit qu'il faut abandonner le modèle républicain pour faire droit à la diversité culturelle. Mais au moins en tient-il compte et interprète-t-il un certain nombre de comportements, voire de comportements déviants, à partir de la culture. Or, pour nous, si vous voulez, c'est ça. Nous refusons de penser jusqu'au bout cette diversité. Nous nous contentons de la chanter. Et la juxtaposition de cet économisme et de ce culturalisme donne des résultats effrayants, absolument effrayants, parce que, et disons, totalement irresponsables. Parce que, or si crise du vivre ensemble il y a, c'est d'abord parce que, précisément, des modes de vie peuvent entrer en collision. La diversité ne va de soi que sur l'étal des grands magasins. Oui, là, on peut offrir toutes sortes de plats cuisinés, on peut offrir toutes sortes de fruits et légumes, et chacun peut n'en faire qu'à sa tête. Et manger un couscous un jour, une paella le lendemain, des sushis le mercredi suivant, etc., etc. Voire le même jour, voire, s'il le souhaite vraiment, dans le même repas. De même, il peut écouter toutes sortes de musique. C'est vrai, c'est merveilleux, c'est une ouverture extraordinaire. Mais ce métissage consumériste n'a aucun équivalent dans la réalité. La réalité, c'est peut-être celle, et est aujourd'hui, celle de la confrontation. Une confrontation de plus en plus difficile et parfois même de plus en plus violente. Si en effet la France
choisi de se dénationaliser pour devenir une société multiculturelle, elle sera très vraisemblablement une société violente et sans doute multiraciste, c'est-à-dire où toutes sortes d'exclusions s'affronteront, s'affirmeront, comme on le voit déjà sur Internet. Mais à cela s'ajoute un autre problème qui est celui de l'évolution déjà anticipée par Tocqueville de nos démocraties. Une démocratie, c'est-à-dire un mouvement démocratique vers toujours plus de liberté et toujours plus d'égalité, et dès lors, en effet, toute affiliation, toute appartenance à un peuple ou à une nation peut être vécue par l'individu contemporain comme une espèce d'asservissement, d'aliénation, de fardeau, dont il est tenté de se libérer et dont le libèrent en apparence les nouvelles technologies. Et de même, y a-t-il une espèce d'impatience grandissante des démocraties vis-à-vis de l'héritage, parce que l'héritage, si vous voulez, culturel, même culturel, de l'héritage religieux, on peut le concevoir, mais l'héritage même culturel implique une certaine transcendance. Quelque chose, avant nous, nous dépasse. Les œuvres sont plus hautes que nous. Et l'individu démocratique s'incline, si vous voulez, de très mauvais gré, devant toute forme de verticalité, toute forme de hauteur. J'en veux pour preuve un rapport qui vient de paraître sur la panthéonisation de M. Bellaval, et c'est extrêmement intéressant parce qu'il plaide vraiment pour un panthéon de proximité. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a? Oui, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Voilà. Cette devise du Panthéon, lui, dit-il, est aujourd'hui caduque. Elle est aujourd'hui intolérable. La patrie, ça ne veut plus rien dire. Quant aux grands hommes, pourquoi les grands hommes? Aux grands hommes, nous ne pouvons pas nous identifier. Et l'homme démocratique veut s'identifier. C'est le progrès de l'idée du semblable. Mais il y a des hommes plus hauts que nous. Or, dit-il, ça, cette façon de voir n'est pas aujourd'hui dominante. Donc il faudrait trouver des personnages auxquels il est facile de s'identifier, précisément parce qu'ils sont beaucoup plus proches de nous. Donc c'est un rapport à l'héritage qui change complètement, et dans cette situation, en effet, vous constatez que la diversité met en péril le vivre ensemble, mais celui-ci n'a de sens que si précisément il est arc-bouté, enfin non, le mot n'est pas bien choisi, s'il dépend, s'il est enraciné, oui, utilisons ce terme, dans un héritage, et de cet héritage-là, la démocratie tente aujourd'hui à nous libérer pour faire de nous des hommes de plus en plus légers. D'où cette situation que décrivait l'autre jour Jean Clair à mon émission Réplique. Il parlait de Strasbourg, et il disait, dans la cathédrale de Strasbourg, qui est effectivement une merveille, est remplie de touristes, et de touristes, plus ou moins d'ailleurs, comment dire, plus ou moins avertis, plus ou moins connaisseurs, souvent distraits, et puis la mosquée de Strasbourg, elle, est remplie de fidèles. Merci Alain Finkielkraut. Alors, on voit bien le constat que vous faites avec toutes les précautions prises. Après, quand on rentre dans
dans le dur, j'ai envie de dire, et vous affrontez à ces questions dans le livre sans détour, sans avoir peur de les affronter. On est tout de suite en face de questions compliquées. Par exemple, allons-y carrément, la question du voile, de la burqa. Là-dessus, vous avez une position très claire. Il y a beaucoup de débats. On sait que dans les pays anglo-saxons, notamment, il y a encore plus de débats, peut-être, autour de la diversité, de la reconnaissance des communautés qu'en France. C'est donc un débat, quand même, qu'ont toutes les vieilles démocraties occidentales. Est-ce que vous pouvez nous donner votre position? Et puis, j'ai une sous-question, parce que je ne l'ai pas vraiment lu comme ça dans le livre. Entre le voile et la burqa ou le niqab, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'on peut quand même avoir une gradation et prendre ses attributs pour des choses quand même qui témoignent d'attitudes personnelles différentes? Voilà, je voudrais vous entendre sur la question. Mais oui, bien sûr, je vous rassure, je pense toujours qu'il faut faire des distinctions. Que penser, c'est faire des distinctions. Alors, le voile et la burqa témoignent d'un mouvement de désécularisation qui affecte l'islam, tandis que nos sociétés se sécularisent toujours davantage, jusqu'à d'ailleurs considérer la culture elle-même comme une sorte de survivance religieuse. De cela, il faut avoir conscience. Et c'est vrai de l'islam de France, mais c'est vrai aussi des pays, des terres d'islam. Les Algériens laïcs qui reviennent dans l'Algérie vous disent qu'ils sont complètement sidérés parce que maintenant, toutes les femmes sont voilées, à 90% dans les rues, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques décennies, et que les gens s'interrompent sans cesse, enfin, interrompent toutes leurs activités jusqu'à la conduite automobile pour faire leur prière quand il est temps de faire sa prière. Donc c'est un phénomène général de désécularisation, mais on ne peut pas traiter le voile comme la burqa. Le législateur français ne le fait pas, jamais. C'est-à-dire, le législateur interdit la burqa dans l'espace public, le législateur n'interdit le voile que dans les salles de classe. Je veux dire, dans les salles de classe, pas forcément dans la cour, etc., dans les salles de classe. Parce que, justement, ce n'est pas compatible avec une certaine idée de la laïcité. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que un nom propre, si j'ose dire, a fait son apparition dans mon propre vocabulaire politique. Moi, j'étais un contestataire en 68 ou dans les années 70, un peu comme tout le monde. C'était contestation et conformisme. À cette époque, allaient de pair. C'était deux faces de la même médaille. Bon, après, j'ai compris, grâce aux écrivains, aux dissidents, comme on dit, d'Europe centrale et de Russie, ce qu'il en était du totalitarisme. En tout cas, je l'ai mieux compris, et j'ai été amené à réévaluer la démocratie. Mais c'était des mots communs. Démocratie, la contestation du pouvoir, contestation de la répression, comme on venait à dire, contestation de la domination, comme on était un lecteur de Bourdieu. Voilà, donc c'était encore des noms communs. Après, il y a eu 1989. 1989, un nouveau nom commun est apparu dans mon vocabulaire politique, la République. Je vivais sous une république, mais j'y pensais pas. Et tout d'un coup, j'ai compris que la République, ça représentait quelque chose, de même la laïcité républicaine, puisque je les ai vus contester très vivement, avec cette première affaire du voile, des jeunes filles, donc à Creil, refusent le règlement intérieur du collège, et alors qu'il leur était permis de porter le voile dans la cour, veulent entrer en classe. Elles sont exclues de la classe, elles sont exclues, le voile est exclu, quand même, dire, si elles peuvent venir, mais sans le voile. Et puis, à ce moment-là, j'interviens avec Elisabeth Badinter, Elisabeth de Fontenay, Catherine Kinsler et Régis Debray, dans le Nouvel Observateur, et notre manifeste est très très mal accueilli par l'opinion, par les catholiques, l'archevêque de Paris, l'archevêque de Paris est furieux, mais par les juifs, qui sont la communauté juive, ou en tout cas le consistoire,
parce que les Juifs avaient obtenu un certain nombre d'accommodements calmes, la laïcité, la possibilité de porter la kippa pour les garçons, de venir en cours le samedi sans prendre de notes, et ils avaient peur que ces avantages, évidemment, leur soient retirés à la faveur d'un durcissement de la laïcité face à l'islam, donc de payer les pots cassés. Les protestants, au nom de la liberté de conscience, sont absolument furieux, les antiracistes aussi. Nous stigmatiserions une communauté, mais nous tenons le choc, d'autant plus que cet appel paru dans l'Observateur est accompagné d'un texte signé par un certain nombre d'intellectuels musulmans, dont Mohamed Arbi, ancien leader du FLN, qui dit « c'est très important, il y va aussi de la liberté des femmes dans le monde islamique ». Donc nous nous sentons soutenus par, disons, ceux des musulmans qui ne veulent pas subir la loi de l'intégrisme. Et puis, peu à peu, les mentalités changent en France. La commission Stasi réclame l'interdiction du voile islamique à l'école. C'est très intéressant, la commission Stasi, c'est 2004. La majorité des membres de cette commission sont au départ hostiles à toute loi. Et Stasi était un démocrate chrétien que la laïcité pure et dure n'enthousiasmait pas du tout. Mais c'est peu à peu qu'ils ont été amenés, à travers les auditions, les témoignages d'un certain nombre de jeunes filles, de principaux, de proviseurs, etc., qu'ils se disent « il faut faire quelque chose ». Donc la majorité des Français sont acquises à cette loi, mais que se passe-t-il? Toute l'Europe nous fait la tête. Et pas seulement toute l'Europe, les Américains. Les Américains jugent cette loi liberticide. De même pour la burqa, avec une extrême violence, dans le New York Times, ou de la part d'un certain nombre d'universitaires comme Martha Nussbaum ou John Scott. Et alors là, c'est là que le nom propre arrive. C'est-à-dire cette laïcité, cette république que je considérais comme des valeurs, ou comme des choses universelles. J'en mesure, du fait de cette hostilité, la particularité. Je suis renvoyé, malgré moi, à l'exception française. Et donc je me dis, mais c'est la France. C'est la France. Et nous n'allons pas forcément exporter notre modèle de laïcité. De toute façon, il y a des pays où on n'en exporte aucun, notamment l'Afghanistan. Ça fait 10 ans que l'Amérique essaie d'exporter le sien, la France le sien, et on est en train de rétablir le gouvernement, subventionné par l'Occident, est en train de rétablir l'habitation. Donc, nous n'exporterons pas ce modèle, mais nous pouvons demander aux Américains de nous laisser le droit, au nom même de leur multiculturalisme, de l'imposer chez nous. Parce que c'est étrange, ce multiculturalisme, qui consiste à dire faites tout comme nous. Donc un multiculturalisme unitaire. Non, si multiculturalisme il y a, alors peut-être la culture française doit-elle être respectée dans ce qu'elle a éventuellement de singulier, et cette singularité-là, il m'a semblé, c'est du moins l'hypothèse que je livre dans l'identité malheureuse, qu'elle s'enracinait plus profond encore que la laïcité, puisque, en effet, la France a été très tôt, par rapport à d'autres pays européens, aussi hiérarchiques, la patrie des femmes. Donc, dans un contexte d'inégalité des hommes et des femmes, les femmes avaient en France une présence, une visibilité qu'elles n'avaient pas dans d'autres pays. C'était vrai pour l'aristocratie, mais c'était vrai aussi pour la bourgeoisie, et pour ces lieux où l'aristocratie et la bourgeoisie se rencontraient, les salons, et de proche en proche aussi, ça gagnait toutes les sphères de la société française, d'où l'émerveillement de tous les voyageurs, si vous voulez, du XVIIIe et même du XIXe siècle. Voilà, la France, patrie des femmes, disait Jung. Donc une certaine visibilité heureuse du féminin qui s'accommode très mal du régime de la séparation
que l'islam veut imposer, un régime de la séparation qui va très loin, car j'ai lu le livre de Claude Askolovitch, Non mal aimé, un livre d'enquête sur l'islam de France, une enquête faite avec une très grande empathie, mais une empathie qui en même temps ne dissimule rien, puisque certains de ses amis qu'il a rencontrés, salafistes, eh bien, ils lui disent « tu peux venir chez moi, mais tu ne verras pas ma femme ». Parce que même là, la séparation doit se faire. Quand nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux. Mais quand des étrangers arrivent, et des hommes étrangers ou des hommes tout court, eh bien, ma femme se retire. Donc, c'est un régime de la séparation, dont le voile est le symbole, que, disons, que la tradition française refuse. Et là-dessus, je suis absolument intransigeant. Je pense que, précisément parce que nous sommes confrontés à une immigration très importante, des principes extrêmement clairs doivent être affirmés et la laïcité ne doit pas être négociable. Elle ne doit surtout pas être négociable. Or, je sens précisément de plus en plus la tentation de la négocier quand je vois l'usage qui est fait du concept d'islamophobie. On parle d'islamophobie aujourd'hui pour désigner et pour stigmatiser, on peut utiliser ce terme aussi, pour stigmatiser l'interdiction du voile et l'interdiction de la burqa. Autrement dit, je crois, moi, qu'il faut absolument soumettre l'islam aux lois de la République. Ce n'est pas impossible. Mais beaucoup de gens voudraient aujourd'hui adapter, et notamment Claude Askolovitch, la République aux exigences de l'islam. Et le vivre ensemble dépend de la solution qui va être choisie. Merci. Je vais demander qu'on vous apporte un verre d'eau. Vous avez évoqué brièvement l'école. C'est un thème important du livre. Moi, quelque chose m'a beaucoup frappé en vous lisant. À la fois, vous condensez en quelques pages un tableau tout à fait saisissant de la manière dont l'autorité des professeurs est totalement battue en brèche dans l'école, de manière absolument incroyable par rapport à même ce qui pouvait se passer il y a 20 ans. Donc là, il y a eu un affaissement complet de l'institution scolaire, et parallèlement, et je trouve que ce rapprochement est très intéressant, et j'aimerais que vous en disiez un mot, et vous pouvez voir si vous voulez. Vous parlez également de la désaffection de l'enseignement de la grande culture, de la grande littérature française, au prétexte que de toute façon, Corneille ne dit plus rien à personne et ne peut absolument pas être lu dans le monde de la diversité. Tout ça a l'air de fonctionner très bien ensemble. C'est de, voilà, comment voyez-vous, quel lien faites-vous entre ces deux constats qu'on peut faire, assez tristes par rapport à l'école? L'autorité et la direction de la transmission de la culture. Oh bah, je pense que ce sont deux modalités d'une même réalité. Une horizontalisation. Ça, c'est les premiers symptômes. C'est la fatigue de la promotion du livre. On dit ça à mon âge. Bon, bref. Donc, horizontalisation, en effet, grandissante de la société. Justement, une espèce d'allergie démocratique à toute forme de transcendance. C'est cela qui nous paraît le plus inquiétant dans notre situation. Il est vrai que on peut invoquer l'argument de la diversité en plus pour se débarrasser complètement de cet encombrant héritage. Et là où, effectivement, je suis très inquiet, c'est
devant l'apparition d'une nouvelle mentalité parmi les nouveaux arrivants. Je suis un Français de fraîche date. Je n'ai jamais eu de problème avec l'idée de Français de souche. Je ne comprends même pas comment et au nom de quoi on pourrait la refuser ou l'interdire. Un Français de fraîche date, c'est que les Français existent, puisque précisément, ses parents viennent d'arriver dans un pays qui était habité par des gens. Donc, normalement, un immigré n'a aucun problème avec l'idée de Français de souche. Aucun. Aucun. Et un fils d'immigré non plus, normalement. Et bon, donc, tout d'un coup, on dit, il n'y a pas de Français de souche. Ben si, il y a des Français d'avant. Il y a des Français qui ont des ancêtres en France et des Français qui n'ont pas d'ancêtres en France. C'est quand même une différence absolument fondamentale. Et elle est très importante. Et évidemment, elle ne doit pas interférer avec les questions de droit. Une fois qu'on est citoyen, on est citoyen. Mais nous ne sommes pas seulement des citoyens. Nous sommes des êtres sensibles. Nous avons un passé. Nous avons des héritages différents, des allégeances différentes. Et il est absolument capital d'en prendre acte. Or, aujourd'hui, cette expression de Français de souche est devenue, si vous voulez, sacrilège, impossible, raciste. Et surtout, vous entendez cette expression de la part des immigrés, ou des enfants d'immigrés plutôt, justement quand on leur parle d'intégration. Ils vous répondent, mais pourquoi m'intégrer? Je suis aussi français que vous. Et moi, cette phrase me heurte, me choque terriblement. Je sais que mes parents n'auraient jamais pu la prononcer, mais jamais, jamais. Jamais ils n'auraient dit qu'ils sont aussi français que les Français. Ils n'auraient pas aimé qu'une fois qu'on fait ce constat, on leur retire leur passeport, ou on ne leur permette pas de voter, ou de voter une élection sur 5. Non, bien sûr. Non, mais ils étaient aussi français que, du point de vue des droits politiques, des droits sociaux, mais sinon, non. Mais on le dit, pourquoi? Parce que précisément, la culture française en France, pour ce qui en reste, ne doit plus faire loi. Plus du tout. Et d'ailleurs, et c'est pour ça que je suis très inquiet devant le monde à venir, la France ne résiste plus, c'est-à-dire qu'elle ne semble plus capable de défendre la conception la plus noble de l'hospitalité. Bien sûr, moi, je ne vais pas refuser l'hospitalité, comme si ce serait l'enfant d'immigré qui ferme la porte derrière lui. Ce serait quand même pas très élégant. Mais l'hospitalité dont j'ai bénéficié, c'est une France qui m'a donné ce qu'elle a. Elle m'a donné par l'école, puisque je n'étais pas un héritier, comme on dit, un accès à l'héritage. Elle m'a donné ce qu'elle a. Et voilà. Et maintenant, non, il s'agit non pas de donner ce qu'on a, mais de permettre à l'autre d'être complètement ce qu'il est. Ce qui est tout à fait différent. Et aujourd'hui, je pars, moi, d'une crise de l'intégration, et je constate que pour beaucoup, et beaucoup de fonctionnaires, de responsables, le problème, il n'y a pas de crise de l'intégration. Le problème vient, si problème il vient du concept d'intégration et de ses effets négatifs. D'où la demande, mais une demande formulée jusque dans les ministères, dans les rapports remis au ministre de l'Emploi comme au Premier ministre, la demande de passer à un autre stade, d'aller vers une société inclusive. Inclusive. L'assimilation, ça fait très mauvais genre, puisque l'assimilation, c'est impérialiste, c'est le dominant qui écrase les dominés. Moi, j'ai vécu dans une France assimilatrice, mais qui ne m'a jamais fait honte de mes origines, qui ne m'a jamais empêché, si je le souhaitais, de cultiver ou de questionner mon identité juive. Et je pense à cette phrase magnifique de Marc Bloch, qui est dans l'étrange des faits, mais qui s'appliquait à toute autre réalité, mais en même temps c'est très intéressant, que c'était un républicain patriote, et il dit « c'est un pauvre cœur que celui auquel il est interdit de renfermer plus d'une tendresse ».
Et je pense que la République assimilatrice pouvait assumer cette phrase. Et moi, donc, on n'a jamais... Alors, il y a eu des moments en 67 où des écrivains comme Alfred Fabrelus ont pu mettre en question pour les Juifs la double allégeance. Fabrelus, après sa trajectoire, aurait mieux fait de se taire. Alors, mais bon, et justement, il y avait une continuité. Avec quelques casseroles. Il y avait, oui, justement, de cet ordre. Il y avait une vraie continuité. Mais moi, je n'ai pas du tout senti ça. Je me souviens 1967, la guerre des 6 jours. C'était d'ailleurs un des derniers moments d'osmose entre les Français juifs et les autres Français. L'inquiétude était générale. Les premiers jours et les derniers jours avant la guerre des 6 jours, et je me souviens de mon professeur d'hippocampe qui avait arrêté les cours pour que nous en discutions tous ensemble. Et donc moi j'exprimais haut et fort mon inquiétude, et tout ça était très très bien accueilli. Donc je ne plaide absolument pas pour une unique allégeance, mais je vois aujourd'hui une France, en quelque sorte, qui veut s'extraire d'elle-même, s'abstraire d'elle-même, pour mieux recevoir l'altérité. Et dans un rapport de Thierry Tuot, je crois que c'est son nom, remis au Premier ministre, eh bien, il est dit que la France doit cesser de se replier sur ses archaïsmes vieillots, qu'elle doit s'ouvrir complètement à l'étranger. Vous voyez, c'est très intéressant. L'hospitalité conçue comme ouverture, voire comme oblation, non plus comme don, non plus comme don de quelque chose. On n'a rien à apporter. On s'ouvre. Et Ulrich Beck va encore plus loin pour définir l'attitude européenne. Il parle, et c'est très intéressant, de vacuité substantielle. L'Europe ne doit plus être quelque chose de substantiel, et d'ouverture et de tolérance radicale. Merci beaucoup. Alors, ma dernière question, en ce qui me concerne, sera la suivante. Vous faites un balancement subtil dans le livre entre les démons de l'identité, que l'on connaît, le racisme notamment, et les démons de l'universalité, qui existent aussi. Vous êtes également dans une sorte d'essai de ligne de crête, comme je le disais tout à l'heure. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est dans la société, et vous en parlez, page 180, c'est la page de votre livre qui m'a le plus frappé, où il y a une sorte de conformisme de l'opinion, qui fait qu'on se demande encore si l'homo démocraticus aime penser par lui-même. Comment une voix comme la vôtre, ou d'autres qui sont peut-être pas exactement les mêmes, mais de personnes qui essayent d'être ni dans, dans ce que vous appelez donc les problèmes d'identité, ni dans l'excès de diversité, comment ces voix peuvent-elles se faire entendre et comment peuvent-elles avoir une prise sur la politique? Écoutez, c'est très... je ne sais pas. Je sais que la question est compliquée, mais elle est néanmoins cruciale. Je crois, si vous voulez, que aujourd'hui, les Français, beaucoup de Français, pas évidemment généralisés, éprouvent, pour les raisons que nous avons dites, un sentiment très fort d'inquiétude identitaire. Je pense que la gauche a tendance à nier complètement cette inquiétude. Et on le voit aujourd'hui même, puisque le président de la République a l'œil rivé sur la courbe du chômage. Il pense que tous les problèmes vont se régler quand la courbe va s'inverser, quand sa politique économique portera ses premiers fruits. Donc, le culturel, identitaire, est réductible au social et à l'économique. Et on ne peut pas lui jeter la pierre, parce que la plupart des intellectuels de gauche pensent comme ça. La plupart des intellectuels de gauche
occultent cette réalité des territoires perdus dans la République, ou, quand ils en font état, c'est pour, justement, la réduire à un problème d'exclusion sociale, ou un problème... Le jour où il n'y aura plus de chômage, il n'y aura plus de problème. Peut-être que le chômage vient aussi d'une certaine forme de sécession culturelle. Mais ça, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le droit de le penser. Or, et aujourd'hui, la droite est aussi gênée, malgré tout, par cette nouvelle réalité. Nous sommes plongés, en effet, dans l'inconnu, et elle est talonnée par une extrême droite avec laquelle, pour de bonnes raisons, elle veut sans cesse prendre ses distances. Moyennant quoi, les seuls à prendre en charge sans complexe, et on devrait peut-être avoir des complexes, cette inquiétude identitaire, c'est l'extrême droite. Voilà, et c'est vrai, c'est un problème terrible, parce que ce n'est pas cette extrême droite qui permettra d'y répondre, mais c'est elle et elle seule. Or, si la gauche avait raison, un ministre populiste ou une ministre populiste, comme on dit aujourd'hui, on cherche des mots toujours, ne siégerait pas dans le gouvernement de Norvège. 3% de chômeurs. 3% de chômeurs. Ils sont assis sur un pactole. Enfin, c'est un émirat européen. Ils ont le pétrole, ils ont tout. C'est incroyable. Ils ne savent pas quoi faire de leur argent. Mais ils sont confrontés à une immigration massive. Il n'y a aucune tradition de cet ordre. Et les problèmes naissent. Les problèmes, donc, vous voyez, et d'où le succès tout à fait singulier de ce parti. Alors, moi, si mon livre a un sens politique, c'était pas le but de... Moi, j'essaye de dévoiler une certaine réalité, de comprendre quelque chose quand j'écris. Mais ce serait peut-être, justement, de retirer ce thème, de retirer cette inquiétude à l'extrême droite, en montrant d'abord qu'elle est légitime, parce que si on la criminalise, alors évidemment, ceux qui se sentent atteints, mortifiés par cette attaque, iront nécessairement vers l'extrême droite. Ils ne supporteront pas cette criminalisation. Montrer qu'elle est légitime et montrer qu'on peut y réfléchir, la traiter avec un autre langage. Mais pour trouver des solutions politiques, il faudrait d'abord, en effet, repenser complètement l'éducation. Se demander ce qu'était l'éducation de la Troisième République, arrêter de dire c'est fini parce que c'était une France ceci, une France cela. Il y avait une vision de l'homme, une certaine idée de l'homme, une idée de l'homme fondée précisément sur la culture. Donc, on n'a pas accès au monde et à soi-même de manière immédiate, mais notamment par le détour des grandes heures, elle voulait imprimer aussi le sens de la continuité historique. Hein, c'est Ortega y Gasset qui parlait du droit à la continuité historique. Alors, est-ce que ces idées-là, cette métaphysique-là, est caduque, qu'on le prouve? Si elle ne l'est pas, il faut peut-être faire la même chose, autrement, bien sûr, mais retrouver la même visée à l'éducation que celle qui prévalait. Ça, je pense que c'est très important, mais je ne crois pas qu'aucun gouvernement aura le courage de le faire. Ce serait absolument, absolument indispensable. Absolument indispensable. Et, vous voyez, on ne parle en France de sanctuarisation de l'école que pour, quand on va chercher Leonarda dans un autobus. Et Leonarda qui séchait des cours une fois sur deux. Donc, il faut sanctuariser l'école pour permettre à Leonarda de sécher les cours. Mais, à part ça, moi, j'ai vu ce mot de sanctuarisation apparaître en titre du Monde, et je me suis dit, mais où on est? Depuis 20 ans, je suis ridiculisé, tourné en dérision parce que je dis l'école est un sanctuaire. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette pleureuse réactionnaire? Et de quoi parle-t-il? Il faut ouvrir l'école sur la vie, il faut que tout y pénètre, etc. Et puis maintenant des animateurs qui vont faire des Scooby-Doo. Ça c'est bien, ça c'est bien. Alors oui, alors prenons au mot la sanctuarisation. Ben oui, d'accord, alors on va sanctuariser. Mais pas seulement pour interdire aux policiers d'aller chercher Leonarda. Il faut sanctuariser au vrai sens du terme.
Ça, déjà, ça pourrait être une chose. Puis il y a une autre question. Je crois qu'il serait très important que soit mise en délibération la question du contrôle des flux migratoires. L'immigration a changé le visage de la France sans que ça ait été jamais réellement décidé. On a fermé les frontières en 1974. Le regroupement familial, c'est en 1976, mais en 1974, on a fermé les frontières. Et avec les résultats que l'on sait, et donc cela nous est arrivé, c'est quand même un changement énorme. Alors, puisque changement il y a, cessons de le subir, essayons d'y réfléchir, essayons de voir ce que nous voulons au terme d'un débat, d'un vrai débat démocratique, et une fois qu'une décision est prise, voyons si l'Europe nous permet de la faire entrer dans la réalité. Et si l'Europe ne nous permet pas, alors interrogeons-nous sur le sens de la bureaucratie européenne. Mais voilà vers quoi la politique devrait aller. Alain Finkielkraut, merci beaucoup. Il est l'heure de l'écouter, vous êtes attendu. Je rappelle le titre de votre livre que vous ne dédicacerez pas, L'identité malheureuse, chez nos amis de chez Stock. Et la semaine prochaine, à la même heure, un jeudi de la procure autour de la Bible, de la liturgie, car vous savez qu'ici, nous n'oublions pas ni la transcendance, ni le christianisme. Voilà.